commencer vraiment sur le focus résilience. Donc, nous, notre focus, c'est vraiment la transition du doctorat académique vers la société privée. Donc, tout le avant-après nous intéresse, mais c'est aussi cette période de switch entre les deux. On veut tout savoir, le bon, le moins bon, l'encourageant, le désespérant. Thibaut, première question d'une difficulté sans précédent. Pourquoi as-tu fait cette folle aventure de la thèse? Était-ce un rêve depuis que tu avais 2 ans et demi ou le hasard le plus complet? Ah non, pas vraiment. Non, non, moi j'ai plutôt été parmi ces étudiants qui savaient pas trop quoi faire. Après le bac, j'ai fait une BCPST d'un an que j'ai fantastiquement foiré parce que j'étais pas suffisamment bon élève. J'étais à Chaptal à Paris, donc c'est une maths sub bio. Et après ça, bah, j'ai comme qui dirait un peu échoué à la fac. Mais c'est un mot que j'aime pas trop parce qu'en fait Mm. c'était intéressant et j'ai bien aimé. Mais en tout cas à l'époque je le vivais un peu comme ça parce que j'étais un peu formaté. Et donc, du coup, bah, une fois que je suis arrivé à la fac, là, ça a été 3, 4 années de errance totale, ne sachant pas du tout où aller et quoi faire. Mais bon an, mal an, arrivant à faire licence, enfin, les années de licence successives. J'ai même redoublé une année de licence. Et ensuite, Félicitations. c'est clair. Et ensuite, je suis arrivé en master. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai eu des enfants assez tôt. Et en fait, on a décidé de partir de Paris parce que c'était pas envisageable pour nous d'avoir notre enfant là-bas. Donc, on allait à Toulouse. Et dans le cadre de mon master, première année, j'ai fait un stage dans un laboratoire de recherche et j'avoue que j'ai eu énormément de chance. Je suis tombé au bon endroit. Et ce qui s'est passé tout simplement, c'est que j'ai mis mes yeux dans un microscope. J'ai regardé des cellules se diviser et là, j'ai fait Waouh, waouh. Là, j'ai fait waouh. C'est ça. amazing. Amazing. Et à partir de là, voilà, la vocation, on peut dire qu'elle est née à peu près à ce moment-là, donc très, très tardivement. Et ensuite, master 1, master 2 au même endroit, stage, et puis thèse au même endroit. J'ai réussi à faire ma thèse au Mhm. même endroit, là où j'avais fait mes masters. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que tu es passé par le concours de l'école doctorale pour ta Oui, thèse ou... Ouais, d'accord. oui, j'ai fini sixième ou septième, je sais plus trop, avec 4 places pour avoir la bourse. Donc, je n'ai pas eu la bourse et j'ai eu une bourse de thèse Ligue nationale contre le cancer de 5 ans en fait, renouvelée tous les ans pendant 5 ans. D'accord. Et du coup, cette bourse, tu as participé au dossier de demande ou Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, Ça a été une oui. expérience intéressante? On connaît pas trop ça. Oui, 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 très clairement. Enfin, intéressante. Oui, c'est sûr que c'est des éléments, des moments un peu particuliers où il faut structurer un peu sa pensée et puis réussir à construire un projet. Évidemment, avec l'appui très bienveillant de mes encadrants de master à l'époque, qui voulaient vraiment que je reste dans ce laboratoire. J'avais déjà des résultats préliminaires, donc qui ont conduit à une publication très rapidement en première année de thèse, une petite publication, mais une publication suffisante pour relâcher un peu la pression sur cet aspect-là. Et ensuite, bah, donc du coup, ça m'a permis d'avoir cette première année de thèse financée sans trop de difficultés. Après, la deuxième et la troisième année sont un peu des formalités puisque le renouvellement se fait de façon assez facile. Par contre, après, au-delà des 3 ans, il faut argumenter et puis recommencer à faire un dossier complémentaire. Ok. Et donc, tu as effectué ces 5 ans de thèse auxquels la Ouais, bourse donnait droit. Ok. Est-ce que c'était pas un peu long? bah, en biologie, c'est assez variable. En biologie cellulaire, je sais pas quels sont les. Pour avoir un peu bourlingué, il n'y a pas vraiment de règles absolues, que ce soit en France ou en Europe. Je dirais que quand on regarde le temps qu'il faut pour pondre une publication correcte, si on regarde un petit peu les statistiques, sans aller dans des science ou des nature, on voit que les temps de publication sont de l'ordre de 2, 3 ans pour pouvoir amener bien un projet en moyenne. Donc voilà, c'était mon ambition, c'était d'avoir de belles publications parce que j'étais déjà dans l'optique de me construire un dossier. J'étais vraiment là aussi, j'étais assez facilement formatable. J'étais formaté dans l'idée de faire un concours CNRS, INSERM, et d'être, enfin, dès que la vocation est née, c'était clair pour moi que c'était ça que je voulais faire. Et donc, du coup, j'étais dans cette optique-là, à construire le meilleur dossier possible, comme à peu près tous les étudiants en thèse, j'imagine, Bien sûr. pour pouvoir être compétitif. Et là, pour le coup, c'est une vraie compétition bien plus forte et bien plus délicate que la constitution d'un dossier pour avoir un financement de thèse. J'imagine, j'imagine. Alors, ces 5 ans se déroulent.
Ça s'est bien passé, tu étais Ah contente ouais. au niveau humain ou au niveau scientifique? Ouais, ouais. D'abord côté humain, au-delà d'avoir comment dire, des encadrants de thèse, j'ai eu des mentors, et ça, c'est vraiment une immense chance. Donc, j'ai envie de dire que la première chose qui est évidente, c'est cette qualité humaine-là qui fait la différence. Donc, ma thèse s'est bien passée humainement. Ça a été vraiment, vraiment un bonheur. Bien qu'ils étaient assez clairs sur le fait que la difficulté que pouvait représenter le fait d'avoir un poste, parce que aujourd'hui, il y a de moins en moins de postes ouverts pour ce genre de choses. Donc, non, non, la thèse s'est très bien passée et un environnement très bienveillant, avec des moyens très, très limités. La thèse dans un laboratoire académique à Toulouse, à l'université Paul Sabatier, c'était des moments un peu particuliers où il a fallu repeindre son bureau, refaire le sol, ce genre de choses ce genre de choses qui doivent pas être vraiment voilà, j'ai fait un peu de BTP avant de faire de la recherche. C'est les tâches annexes qui n'étaient pas annoncées C'est ça, sur le contrat. c'est ça. Ok. Entre-temps, on a eu une petite note en plus de Ulfa, donc qui est docteur, qui a fait un postdoc d'1 an en recherche académique et qui s'intéresse à travailler dans le privé. Alors, dans le privé, après, c'est un gros fourre-tout un peu flou. Est-ce que c'est de la paillasse pure et dure, telle qu'on peut un peu la connaître dans l'académique? Est-ce qu'on n'est pas loin des paillasses, mais qu'on n'en fait plus, ou des métiers qui n'ont rien à voir? Enfin, bref, tout est possible. Ok, donc l'expérience est plutôt positive, que ce soit au niveau papier, au niveau humain, tu es content et c'est ce qui t'a encouragé, j'imagine, à poursuivre en postdoc après, puis toujours cette construction de dossier si Ouais, cet objectif concours était toujours d'actualité. complètement ça, ouais. À la fin de la thèse, une fois que la thèse était soutenue, l'idée était de trouver le meilleur labo possible pour me permettre d'avoir une rampe de lancement, toujours dans cette optique de partir à l'étranger pour optimiser mes chances d'avoir un poste ensuite. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'ETH à Zurich, qui est probablement une des meilleures facultés européennes avec Cambridge, où il y a énormément de moyens et de très, très bonnes conditions pour travailler. Mhm. Donc, pas très loin de la France, donc ça alliait pas mal d'avantages. On n'en a pas trop parlé, mais ta thématique de recherche, donc la question que je voulais poser derrière ça, c'est que parfois, on a des personnes qui poursuivent en postdoc par rapport à une technique, par exemple la Mm. microscopie, vraiment beaucoup, beaucoup de Ouais, microscopie. Après, que ce soit de la bactérie, du virus, de la cellule ouais. végétale, on peut tout faire. Pour toi, est-ce que c'était une thématique de recherche ou une technique ou les deux, qui sait, qui vont driver? Alors, je pense que c'est une question centrale, en fait, la question que tu poses là, parce que pour moi, ça a été vraiment un moment très important dans le choix que j'ai effectué. Et j'ai fait un choix un peu mixte, mais principalement basé sur ma technique, mon expertise technique sur la microscopie, qui était vraiment l'élément essentiel dans mon parcours. Et c'est ça qui m'a rendu attractif pour le laboratoire dans lequel je suis allé, Mhm. qui cherchait quelqu'un avec ces compétences-là, en plus de la biologie cellulaire. J'ai changé de modèle, donc j'étais chez la levure en thèse et je suis passé sur la cellule humaine en postdoc. Et donc du coup, j'avais la volonté aussi de changer de modèle, donc ça allait aussi bien, et une thématique qui était pas très éloignée, c'est-à-dire que je m'intéressais à des mécanismes. C'était la division cellulaire en thèse, et ensuite c'était le rôle de protéines qui était importante en division cellulaire aussi pendant la migration chez les cellules Super humaines. complémentaire. Donc, donc c'était plutôt cohérent de ce point de vue-là, mais j'ai envie de dire que l'élément, si je devais choisir quelque chose, c'est la technique en fait. La technique parce que j'ai choisi cet endroit-là aussi en fonction des moyens qui allaient m'être attribués et des moyens techniques qui m'allaient être attribués pour pouvoir aller plus loin et acquérir de nouvelles compétences, mais aussi pouvoir mettre à profit mes compétences déjà acquises pendant ma thèse. Bien Et sûr. j'ai fait ce choix-là. J'ai fait ce choix-là parce que d'autres ont fait le choix peut-être plus, et c'était peut-être une erreur dans le cadre de de mon dossier. D'ailleurs, ça m'a été reproché que j'étais un peu trop technique et pas suffisamment peut-être dans les problématiques biologiques. Donc Oh, le voilà. mot erreur fait saigner mes oreilles. On peut bien avoir le point d'intérêt qui nous plaît. Enfin bref, on pourra en reparler. Donc, tu parlais tout à l'heure en off de ton deuxième postdoc à Rennes, si Ouais. j'ai bien retenu. Là encore, grosse dose de microscopie au programme. Ouais, alors pour le coup, là, c'était encore différent puisque là, mon objectif était de rentrer en France et de préparer les concours. Donc là, il me fallait un dossier tout aussi. Enfin, je continuais à construire mon dossier puisque j'ai publié à Zurich et je voulais continuer à faire un postdoc plus court, mais un postdoc un peu ramassé pour me préparer au concours. Et donc là, je cherchais un endroit avec un superviseur qui avait beaucoup d'expérience sur ce domaine-là. Et puis des thématiques de recherche assez intéressantes autour de ce que j'avais déjà fait.
Et donc, c'est pour ça que j'ai atterri dans l'équipe de Claude Prigent à Rennes, à l'IGDR, où j'ai fait un postdoc. Enfin, il y a eu une petite césure entre les deux d'ailleurs. Il y a eu 2 ans pratiquement où j'ai pas travaillé et où j'ai utilisé un peu le système à mon profit puisqu'il y a il y a enfin c'est un peu, on parle un peu de technique, enfin pas technique, mais un peu d'aménagement de possibilités en termes de financement. Quand j'ai fait mon postdoc à l'ETH, j'ai quitté mon postdoc pour rapprochement de conjoint, puisque mon épouse a trouvé un boulot en France. Et en Ok. fait, ce qu'il faut savoir, et ça c'est intéressant, c'est que quand on fait ça en Suisse, on a le droit de toucher le chômage en France. Ah oui, Euh, effectivement, c'est pas, on ouais, s'en serait pas forcément douté. non, c'est une petite case dans un dossier qu'il fallait bien cocher. Fallait bien faire les choses dans l'ordre et je m'étais assuré que ce soit le cas. Et donc, du coup, pendant un an et demi, j'ai arrêté de travailler. Je me suis occupé d'un projet immobilier, d'une maison. Et puis après un an et demi, j'ai trouvé un endroit où aller à Rennes. Donc, ça s'est fait un petit peu en 2 temps, on va dire. Ok, Et donc, bah, trop, Rennes orienté concours. ouais, trop chouette d'avoir pu commencer un projet qui n'a pas grand-chose à voir a priori. Ouais. Moi, il y a une question qui me vient. Je pense que c'est une peur que j'aurais eue, bon, même s'il y avait quand même un premier postdoc. Tu as dû passer des entretiens, je suppose, ou au moins un pour le deuxième postdoc. On n'est pas venu Ouais. te dire, bah, vous n'avez rien fait en bio depuis 2 ans. Est-ce que vous n'avez pas Non, tout oublié? Non? non, parce avec ce niveau, entre guillemets, de formation, une thèse et un postdoc, avec aussi des publications qui allaient à peu près derrière, le dossier était déjà suffisamment attractif et solide pour se dire Mhm. que j'avais quelque chose à vendre, puisque quelque Super. part aussi, on se vend. Donc, Bien sûr, du marketing de soi-même. exactement, ouais. Ok, ok. Alors, je t'emmène doucement mais sûrement vers la fin de ce deuxième postdoc, puisque après, il n'y a plus d'expérience dans l'académique ou en Ouais. laboratoire directement. Qu'est-ce Mm. qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou une absence d'opportunité? Ou, enfin, Euh, what happened? Alors, il y a une rencontre avec un mur, le mur le mur qui est constitué par les concours en fait, hein, tout simplement, puisque moi ma vocation était d'essayer d'obtenir un poste de chercheur et c'était un petit peu mon Graal à l'époque. Donc j'ai passé les concours plusieurs fois, à chaque fois classé ou sur liste d'attente. Donc j'étais pas loin d'atteindre l'objectif, mais sans y arriver. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, et à la troisième fois, j'ai fait OK. Bon, là, il est temps de se poser des questions sur ce que j'ai envie de faire. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà 2 enfants en arrivant à Zurich, un troisième qui est né là-bas. Donc mon épouse qui travaillait, c'est elle qui faisait un peu bouillir la marmite, parce que la réalité aussi, c'est que les salaires en académique sont pas forcément mirobolants. Et donc, du coup, c'est poser la question de savoir, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis allé jusqu'au bout de mon projet sans y arriver. Donc, j'ai dû un petit peu ouvrir mes chakras et un petit peu voir ce qui pouvait se passer ailleurs. Et ben, ce que j'ai fait tout simplement, c'est sur LinkedIn, je me suis mis en open to work et a ouvert des opportunités. Et puis, j'ai commencé à être un petit peu plus proactif pour regarder un petit peu ce qui pouvait se faire comme publication d'annonces sur des gens qui avaient des compétences similaires aux miennes. Puis là, j'ai découvert un nouveau monde. Project Mhm. leader, toutes ces informations-là qui pour moi étaient un petit peu obscures, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais certaines de ces compétences euh, et que bah, donc il y avait des opportunités qui pouvaient se créer. Donc là, un petit travail sur moi pour essayer de comprendre comment un gars qui venait de l'académique pouvait matcher avec l'industrie. Et oui, c'est tout notre sujet. Je fais un tout petit flashback parce qu'on a une question qui a été pondue dans le chat. On a Ulfa qui demande est-ce que les postdocs t'ont été recommandés par ton laboratoire de thèse? Ah oui, donc pour une recommandation, pour, pas pour en faire un, mais pour trouver un labo, j'imagine. Ou est-ce que c'était purement de la recherche personnelle? Un peu des deux. Si je venais avec des idées, l'idée c'était pas mes mentors n'avaient pas l'ambition de m'imposer mon chemin, mais plutôt de m'accompagner sur ce chemin-là et de me donner leur éclairage. Donc, dans un premier temps, plutôt un petit peu comme je l'ai expliqué tout à l'heure, autour des compétences, autour des besoins. Et puis ensuite, bah, j'ai effectivement, avant de commencer à candidater, là, j'ai fait un petit peu de recherche sur ces endroits, des gens qui en sont sortis, quels ont été leurs parcours.
Et d'ailleurs, ce qui a achevé de me convaincre, c'est qu'une des personnes que j'allais remplacer dans ce laboratoire venait de passer les concours en France et avait obtenu un poste. Donc, c'était plutôt très, très bon signe. Donc, c'est ça qui m'a qui a achevé de me convaincre d'aller dans ce postdoc. Au-delà aussi de l'aspect rémunération, hein, parce que c'est un élément essentiel, faites attention si vous allez en Suisse pour travailler. Alors, en tant qu'individu sans enfant, les salaires sont extrêmement attractifs puisque c'est du simple au triple si on devait comparer avec un salaire français équivalent. Par contre, la vie est extrêmement chère là-bas. Donc là, il faut faire attention et ne pas se laisser griser par les montants qui peuvent être annoncés parce que ça peut être parfois un retour de bâton. J'imagine, si on voit le salaire suisse avec le coût de la vie français, ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est l'idéal. Le salaire suisse avec le coût de la vie française, j'ai envie de dire que ça, c'est carrément la panacée. Et par contre, techniquement, comment tu t'y prends? Ça veut dire qu'il faut vivre en France, faire ton postdoc en Suisse. C'est possible. Zurich, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable à Lausanne ou ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui font la Frontalier. pendule entre les frontaliers qui le font. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Donc, on en était à, je débarque sur LinkedIn, je cherche des gens avec les mêmes compétences que moi, je découvre des intitulés d'emploi qui ont l'air badass et complètement flous en même temps. Tu prends contact avec ces gens, tu leur écris, tu fais des coups de fil, tu épluches leur profil. Alors, la première question que je me suis posée, c'est vers quoi je voulais tendre, en fait. Quels étaient les secteurs que je voulais exclure. Et en fait, très rapidement, j'ai pas réussi à répondre à cette question parce que c'était trop vaste. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'allais pouvoir vendre chez moi? Et là, je me suis tourné vers mon expertise technique et mes connaissances en gestion de projet et en encadrement aussi, puisque tout ça, ça s'est un peu mis ensemble. Parce que quand j'ai commencé à regarder les annonces, les besoins qui étaient pour les postes, je me suis rendu compte que, bah, en fait, en faisant un petit effort d'imagination, on arrivait à cocher pas mal de cases avec un PhD, parce que c'est quand même un moment particulièrement intense où on découvre plein de choses et on acquiert de nombreuses compétences qui sont parfois un peu cachées. Et donc, du coup, c'était la première chose que j'ai faite, c'était essayer de voir un peu ce match-là. Et donc, je me suis dit, OK, pour moi, aujourd'hui, là où j'aurais le moins de difficultés à me vendre, c'est sur l'aspect technique. Et donc, c'est pour ça que je me suis d'abord tourné vers des sociétés de microscopie, Leica, Zeiss, Nikon. Et j'ai regardé un petit peu les postes qu'ils proposaient, sachant que moi, j'avais vocation à faire ce shift académique privé, mais pas à n'importe quel prix. Il fallait que je puisse offrir à ma famille un confort de vie supplémentaire. Il devait y avoir une contrepartie financière. Donc là-dessus, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder un peu ce qui se passait. Et j'ai passé des entretiens pour être ce qu'ils appellent technical sales specialist, donc quelqu'un qui va faire de la vente et de la technique sur le terrain autour de ces produits-là. Et ça s'est plutôt bien passé avec certains d'entre eux, particulièrement les cas, jusqu'à aller au bout du recrutement. Et puis là, on a parlé de rémunération. Et là, j'ai été un petit peu déstabilisé par ce qu'on m'a proposé, puisque c'était peut-être 30 ou 40% plus cher enfin mieux qu'un postdoc, ce qui était loin de ce que j'imaginais, parce que je m'étais fait des idées là-dessus. Et donc, du coup, je me suis dit, oh là, ok, d'accord, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je veux utiliser ma technique à ce prix-là dans une très grosse société avec beaucoup de rouages, beaucoup de process? Ou est-ce que je veux aller vers quelque chose un peu différent? Est-ce que je veux aller vers une entreprise beaucoup plus petite, avec peut-être le même niveau de salaire, ou peut-être même moins, mais avec beaucoup plus de liberté? Parce que pour moi, l'élément fondamental, c'était le prix de ma liberté, entre guillemets. C'était comme ça que je le voyais. Hein. C'était un peu faux, parce que, enfin, c'est faux maintenant, je peux le dire. C'est qu'en sortant de thèse, je me suis dit, je suis libre de faire ce que je veux en thèse, ce qui était déjà une erreur, parce que c'est pas la réalité. Mais surtout, cette liberté-là, je vais l'abandonner pour aller dans le privé, ce qui était encore une erreur, puisque j'ai trouvé un endroit dans le privé, qui était donc une bibliothèque, qui m'a permis à la fois de pouvoir exprimer mes compétences techniques et mes compétences humaines, et puis en plus de trouver de la liberté, ce que je n'imagine pas du tout. Ok. Alors, si je synthétise un peu tout ça, tu es parti de tes points forts, de tes atouts pour identifier ce gros sujet pour toi qui est la microscopie. Tu es allé voir vers des marques que tu connaissais déjà avec plein de matériel que tu as déjà utilisé. J'imagine que tu as aussi cherché des sociétés que tu connaissais pas, genre Microscopie, C'est Compagnie, ça. je sais pas quoi, ou Ouais, ouais, pif sur c'est le ça. net pour Ouais. trouver des noms de sociétés. Ok. Et donc là, en tout dernier, tu parles de petites sociétés. Est-ce que c'est celle où tu es là maintenant?
Oui, tout à fait. L'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est l'entreprise vers laquelle, enfin, qui m'a fait quitter le monde académique, qui m'a fait faire ce shift. Où tu as trouvé du coup comment dire, ce combo en termes d'emploi, de salaire et puis de taille de société qui avait l'air de te Ouais, convenir. tout à fait. Ouais, en fait, c'était un petit peu, un package de tout ça. D'abord, une société suisse qui cherchait quelqu'un basé en France pour pouvoir développer un marché. Et puis surtout, moi, ce qui m'a fait basculer, c'est la techno. Quand j'ai vu le produit, quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit, waouh, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Et c'est là où je voudrais attirer l'attention de toutes les personnes qui écoutent, c'est qu'aujourd'hui, en biotech, il y a tellement de choses qui sont en train de sortir de terre dans tous les domaines, immuno-oncologie, drug discovery. Tous ces sujets-là sont en pleine mutation. Il y a des biotech qui naissent de partout, qui sont financées, qui recherchent des gens. Et je pense que la réponse, elle est certainement là. Elle est allée chercher du côté de ces biotech ou même de ces biopharma, et en particulier des biotech, qui peuvent offrir à la fois un mindset, une liberté, mais aussi la capacité de s'éclater, quoi, de s'amuser. Excellent. Alors, pause, pouce, nous avons une VIP dans l'audience, Asia, qui débarque, qui a beaucoup aimé ta réflexion sur la liberté. Je l'ai noté aussi, j'aimerais bien y revenir tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Tellement d'opportunités qu'on ignore, évidemment. Alors, cette société, est-ce que tu peux nous la présenter? Qu'est-ce qui t'a plu chez elle et qu'est-ce que tu Ouais. fais exactement? Quel est l'intitulé de poste? Il y a quoi dedans? Alors, la boîte, ça s'appelle Nanolive. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un microscope très innovant, très très particulier, pour faire très très rapide en une seule phrase. Pour observer du vivant aujourd'hui sur des cellules en culture, il faut de la fluorescence, il faut rendre les choses visibles. Avec notre approche, il n'y a plus besoin de ça en fait. On peut voir des choses qu'on n'imaginait pas sans aucun marquage. Donc ça, c'est la première. Le concept est là. Ok. Et autour de ça, c'est la plateforme d'imagerie. Et autour de ça, on est en train de designer un nouvel écosystème pour pouvoir faire les analyses de demain. Et donc, ça touche l'académique, les biotech, les biopharma. En fait, on est une biotech qui bosse pour les biotech, mais aussi pour les biopharma et les académiques. Ok. Donc ça, c'est peut-être la boîte. Donc, vous avez en gros inventé un nouveau type de microscope. Donc, vous vendez ce microscope. Vous allez sur place pour former les gens pour s'en servir. Ouais, c'est ça. En fait, Ouais. c'est tout à fait ça. Alors maintenant, le boulot que j'ai pris en arrivant chez Nanolife, c'est donc Technical Sales Specialist, comme je le disais tout à l'heure pour les cas. Et donc là, à l'époque, c'était vraiment en route, hein, puisque la société a été créée en 2013. Quand moi je suis arrivé, c'était en 2019. Elle avait déjà quelques années, mais encore très très jeune. Peut-être une vingtaine de personnes dans l'entreprise. Je dirais peut-être ouais, peut-être 20, 30 personnes dans l'entreprise. Et donc, du coup, un besoin immédiat de vendre ces systèmes qui étaient déjà prêts à être vendus. Et ils ont fait un changement de paradigme puisqu'ils travaillaient avec des distributeurs, ça ne fonctionnait pas bien. Ils ont choisi de passer à la vente directe et ils cherchaient des gens qui avaient à la fois la compétence technique, la compétence biologique aussi, la compréhension des problématiques en biologie. Et donc voilà, c'est comme ça que moi je me suis positionné sur ce boulot-là. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est vraiment super de pouvoir voir sur des postes qu'on n'imagine pas forcément exercer, en fait, à quel point ça sollicite des compétences et des connaissances qu'on a eues sur des postes différents. Euh, sur les postes à caractère commercial qu'on a pu aborder dans d'autres interviews, on a souvent eu la question, mais est-ce que tu n'avais pas un a priori sur le fait de j'ai pas envie de vendre c'est juste faire du chiffre d'affaires enfin, est-ce qu'il n'y avait pas la peur de trouver ça un peu froid comme travail? Ouais, c'est une excellente question. Je pense que c'est une partie de la problématique quand on est dans l'académique, c'est qu'on a une vision assez tronquée des choses, dans la mesure ou partielle, on va dire, dans la mesure où ces nouvelles technologies qui émergent, ce sont des nouvelles structures, des nouvelles sociétés qui sont petites. Alors ce que tu dis là est certainement vrai pour une grosse boîte comme Leica ou Zeiss ou Nikon ou n'importe lesquelles, hein. Mais quand tu travailles dans une boîte qui est à dimension humaine, de petite taille, on est tous dans le même bateau, on est sur une équipe qui vraiment tient la barre avec un objectif concret et c'est la réussite de tous d'arriver jusque-là et de continuer à développer l'activité. Donc cet aspect-là a été vraiment atténué par le fait que ce soit une petite structure déjà, je pense, de base. Donc ça c'est peut-être l'élément principal que je verrais
sur, Ok. sur cet aspect-là. Ok, intéressant. Je me projetais à ta place avec ma question et j'imaginais que bah, le job, donc certes, il y a vente de matériel, mais c'est aussi c'est rendre les projets des autres possibles et puis avoir sa petite part à l'édifice de la recherche finalement. Totalement, oui, non, absolument. Excuse-moi, je suis pas allé jusqu'au bout de la Pas de réponse, mais c'est problème. exactement ça en fait. C'est exactement ça. C'est que la pertinence et la liberté qu'on abordait tout à l'heure, la liberté de quoi quand j'étais dans l'académie, de me poser toujours la même question, de plein de façons différentes et d'essayer de trouver une réponse à cette question. Ça, c'était ce que je faisais dans l'académique. Ou la liberté de voir. La première année, j'ai fait 35 démonstrations à travers l'Europe, puisque j'ai commencé avec la France, la Belgique, le Benelux, l'Espagne et le Portugal. On était tellement innovants et disruptifs qu'on a créé un peu un appel d'air. Les gens voulaient voir notre technologie. Donc, j'ai traversé l'Europe un peu dans tous les sens pour présenter cette techno et de systématiquement être en face de gens qui avaient une sorte qui étaient étonnés par ce qu'on pouvait proposer, avec une sorte d'effet wow. Donc ça, c'est déjà très, très agréable. Et ensuite, chacun de ces potentiels clients avait un projet spécifique, avait un besoin particulier, une thématique de recherche particulière. Donc là, pour le coup, là, mon monde s'est complètement ouvert. En fait, j'ai vu que j'étais sur un tout petit confetti dans mon domaine académique. Et puis j'ai vu qu'en fait, les perspectives étaient juste gigantesques. Et que donc, je me suis aussi nourri beaucoup de ça. Et après un an de ce nouveau poste, mes connaissances en biologie se sont largement élargies, à tel point que je me suis dit, si je me présentais demain au SNRS, peut-être que là, j'aurais plus eu de chance de l'avoir. Ce qui était un Ah, ah. peu Mais est-ce que tu as déjà. envie? Non, pas du tout. Non, non, c'est ce que j'allais dire, mais j'ai plus du tout envie, en fait. Merci, mais non, merci. Je me permets une question qui recoupe un peu avec ta vie personnelle, vu que tu nous en as fait part. Tu dis que tu voyages à travers l'Europe et concilier avec la vie de famille, ça va? Bah, c'est un challenge, hein, ça c'est clair. L'organisation? C'est un vrai challenge. Trois enfants, ça n'aurait pas pu être possible sans une épouse absolument extraordinaire qui m'a permis aussi de pouvoir le faire. C'est vraiment un boulot d'équipe en fait. On en a évidemment discuté et on a vu un petit peu, on a fait J'imagine. la balance et on a vu un petit peu dans quelle mesure c'était possible. Mais on a conjugué ça avec une vie dans un premier temps. Le gros avantage de mon travail aujourd'hui, c'est que je suis en full remote. Donc, j'ai pas Ah, besoin ok. quotidiennement d'aller dans un bureau. Mon bureau, il est là où je suis aujourd'hui. Et Mhm. c'est là où je travaille. Je suis chez moi dans une pièce. Donc, ça veut dire en termes de flexibilité, de gros avantages. Si ce n'est que mon poste nécessite beaucoup de voyages, pratiquement 3 à 4 jours par semaine de déplacement. Ouais. Euh, à lycée sur une année, bien sûr, il y a des semaines où je vais pas bouger, d'autres où je vais bouger toute la semaine. Ça s'organise. C'est de la gymnastique, mais c'est faisable. D'ailleurs, Les nouvelles approches et les nouvelles façons de travailler rendent ça vraiment possible. mhm. Génial. Qu'est-ce que je voulais te demander? Alors, j'ai cru comprendre après ton profil LinkedIn, tu avais eu une évolution sur ton poste. C'est peut-être en Ouais. termes de territoire que tu Bah, en couvres? fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé ce boulot, il n'y avait pas de vente directe, comme je le disais tout à Oui. l'heure. Et donc, il a fallu initier un petit peu ce qu'on appelle le pipe, donc la création d'opportunités. Et ça se passait très bien. Donc, j'ai créé beaucoup d'opportunités. En un an, je crois que j'ai créé entre 7 ou 8 millions d'opportunités. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai vendu ça, mais ça veut dire qu'il y avait de l'intérêt pour la technologie. Et donc, il a fallu assez rapidement recruter des gens. Recruter parce que le flux d'informations, le flux de potentiels clients nécessitait qu'on recrute du monde. Donc on a recruté en Espagne, au Portugal, en plusieurs étapes, en France, en Allemagne, et donc du coup on a constitué une équipe. Et alors dans un premier temps, j'ai pas pris le lead sur cette équipe, en tout cas pas officiellement. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup de pouvoir interagir et pourquoi pas aider un petit peu mes collègues à prendre leur poste et être le plus efficace possible. Et donc, de façon assez naturelle, j'ai pris le lead de l'équipe et puis plus formellement en 2021, début 2021, j'ai eu la responsabilité de manager cette équipe et la chance. Ok. Alors, nous avons une question de Ulfa de nouveau. Le fait de ne pas avoir eu de formation commerciale, est-ce que ça aurait pu être un frein? En fait, merci pour cette question. C'est une des questions qui m'a été posée lors de mon entretien. Et je ne sais pas si ici, il y a peut-être beaucoup de thésards ou même aussi de masters. Quand on est dans ces postes-là, n'oubliez pas que vous êtes souvent confronté à des commerciaux qui viennent vous vendre des choses.
Et donc, moi, ce que j'ai dit, c'est que je n'avais pas forcément. Alors, dans ma vie privée, j'avais fait travailler pendant mes études, fait de la vente pendant mes études. Donc, je l'ai mis à profit dans mon CV. Mais surtout, j'ai utilisé l'argument en disant, moi, j'étais de l'autre côté de la table, encore l'année dernière, où j'ai participé à des discussions en interne. Pourquoi acheter un microscope? Pourquoi ne pas acheter un microscope? Et donc, j'avais l'autre vision, le vision de l'autre côté de la table. Et ça a été un argument qui les a convaincus. Mon manque d'expérience, ils pouvaient pas tout avoir en fait, parce que ce qu'ils cherchaient, c'était un mouton à 5 pattes. C'était comme d'habitude, quelqu'un avec 5 ans d'expérience dans la vente, 10 ans dans l'académique, et avec voilà. Et qui a Donc 25 ans. et c'est ça. Donc ça, c'était pas possible. Et d'ailleurs, pour être totalement transparent, j'étais pas le premier sur la liste. Il y avait quelqu'un avant moi qui avait plus d'expérience en vente, mais pour quelle raison, je ne sais pas, il a refusé le poste. Et donc, j'ai eu le poste, dès qu'il l'a refusé, ils m'ont proposé, que j'ai accepté immédiatement. Excellent. Alors, je marque pardon, une toute petite parenthèse. Moi, j'ai encore des milliards de questions pour Thibaut. Maintenant, ce sont vos questions à vous qui sont les prioritaires, voilà, surtout pour les personnes dans le flou. Est-ce que vous avez des questions pour mieux comprendre encore le métier de Thibaut ou des questions plus mindset ou ce que vous voulez? N'hésitez pas. Vous avez la messagerie ou de façon encore plus sympa, vous avez le droit d'ouvrir vos vidéos et caméras pour discuter avec alors, moi, je me posais la question tout à l'heure de tes perspectives d'évolution. Après, on Ouais, sent que voilà, la société, alors je vais dire relativement récente, ça va faire 10 ans, c'est ça que tu disais ouais, 2013? elle a presque 10 ans, Bon, elle va après, avoir 10 ans l'année prochaine. ça dépend de la dynamique et des stratégies de Ouais. développement. Mais est-ce que tu vois des évolutions vers lesquelles tu vas ou ce que tu imaginerais, enfin, Sincèrement, là, j'ai envie de dire sky is the limit presque, hein, parce que tu as tellement de possibilités dans ce genre de structure. Alors, en interne, par exemple, là, on était une vingtaine ou trentaine quand j'ai commencé. Là, je crois qu'on est plus près de 70 personnes en interne. Il y a des gens qui peuvent naviguer dans l'entreprise et postuler à des nouveaux postes et bouger. Par exemple, j'avais une de mes collègues qui était Field Application Scientist et qui est devenue Digital Product Owner. Donc, est-ce que tu peux nous traduire un peu ça? alors, Field Application Scientist, c'est ceux qui vont faire les démonstrations sur site et qui ont une connaissance technique et un peu aussi, et aussi scientifique, pardon. Et comme je le disais tout à l'heure, notre plateforme, on est en train de créer un nouvel écosystème et on crée des produits autour de cette plateforme d'imagerie qui sont ce qu'on appelle des application modules, des modules d'application qui vont permettre de quantifier. Pour un exemple très simple, en immuno-oncologie, on a développé quelque chose qui permet de donner toutes les informations liées au killing des lymphocytes, par exemple. Et donc, ce produit-là, qui est un produit particulier pour une applicatif particulier, a besoin d'être coordonné et la vie de ce produit va nécessiter que quelqu'un en prenne la charge. Et donc, ma collègue, qui était avant Field Application Scientist, donc qui travaillait avec moi et qui faisait les démonstrations, on travaillait ensemble sur le terrain, elle est devenue Digital Product Owner. Et donc là, elle ne voyage plus. Par contre, elle va faire en sorte que ce produit vive le mieux possible et soit mis entre les bonnes mains. Donc, ça, Excellent. c'est une possibilité. Tu peux tout à fait envisager ça dans une structure qui grossit aussi vite. C'est tout à fait possible. Et ensuite, je veux dire, après, une fois que tu as acquis ces nouvelles compétences dans une entreprise, si tu as fait la première bascule, c'est la première, en fait, qui est peut-être plus compliquée. Après, je veux dire, tout est envisageable puisque le nombre de biotech, enfin, je ne veux pas non plus donner l'impression que tout est simple. Évidemment, c'est difficile, il y a des moments compliqués, surtout dans le commerce. Mais aujourd'hui, il est très, très fréquent que des chasseurs de tête ou des gens, des recruteurs viennent voir mon profil et me proposent des postes parce qu'aujourd'hui, il y a une demande énorme dans l'environnement biotech et dans l'écosystème biotech avec des gens avec des compétences à la fois techniques et à la fois humaines dans le privé. Donc, c'est vraiment, une fois que ce cap est franchi, c'est le premier verrou qui est le plus difficile à faire sauter. Ouais, ouais, ouais. Je me disais, voilà, nous, on a des profils scientifiques. Alors, je ne veux pas du tout dénigrer le métier de la vente, mais j'imagine que ça s'apprend et que ça s'improvise, pardonnez-moi l'expression, plus facilement que d'avoir une formation purement commerciale et de débarquer dans le monde de la biologie. Bon. C'est sûr que apprendre l'immuno-oncologie ou la biologie Ça, cellulaire à un vendeur va être beaucoup, beaucoup plus complexe que d'apprendre à un biologiste comment vendre et quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Donc, ouais. d'ailleurs, moi, dans mes processus de recrutement, à l'époque, parce que maintenant ça change un petit peu, je cherche des gens avec un peu plus de background en vente.
Mais à l'époque, pour moi, c'est ce que je recherchais. Parce que quand je recherchais des collaborateurs pour bosser avec moi dans mon équipe, c'est ce que je recherchais. Je recherchais des gens avec ces compétences-là parce qu'il fallait convaincre. Aujourd'hui, on a moins besoin de convaincre, donc on a besoin de plus de vente pure et dure. Mais il y a quand même besoin des compétences techniques et biologiques un peu plus éloignées de la vente dans l'entreprise. Ça dépend vraiment du stade de l'entreprise, de son âge et de sa maturité. Oui, ouais, ouais, bonne remarque. Alors, question du chat, on t'amène à parler des qualités relationnelles et communicationnelles, je vais y arriver, pour ton job. Est-ce que tu as senti qu'on cherchait à les évaluer en entretien? Est-ce que tu as eu des formations complémentaires? Je ne sais rien, mais à ce niveau-là. J'ai envie de dire que ma formation, ça a été la préparation au concours académique. Pendant 3 ans, j'ai passé je sais pas combien d'heures, de jours, de mois à préparer des oraux. Donc, la préparation orale dans l'environnement académique, je pense que c'est un de nos points forts. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument jouer le jeu. Quand on m'a dit, mais pensez-vous avoir besoin de formation en présentation orale? Je l'ai écouté avec grand plaisir si vous estimez que c'est nécessaire, mais peut-être faisons connaissance d'abord et voyons voir. Mais je pense que ça, c'est vraiment un des atouts de l'académique. C'est une des forces. Ouais, ouais, ouais. Oui, on est capable de structurer des idées, de les formuler clairement en théorie. Après, si je peux apporter une nuance, je pense, enfin, en tout cas pour les personnes avec qui j'ai pu discuter de mon métier ou d'autres, parfois il y a un peu une peur de la relation client, comme si les clients étaient des gens étranges avec qui il fallait Ouais, communiquer d'une façon différente. Mais bon, je pense ouais. aussi qu'il faut mettre les choses à plat et Mais pas c'est se toujours limiter un juste petit peu parce que la c'est. même chose. Dans une relation dans le privé, vous avez quelque chose dont les gens ont besoin. Donc, on n'est pas sur quelque chose. Enfin, il faut réussir à comprendre quels sont leurs besoins et faire matcher leurs besoins avec ce qu'on propose. C'est ça le principe de la vente, Oui. concrètement. Euh, à partir du moment où on est dans une salle avec des gens bienveillants les uns vis-à-vis des autres et que moi j'apporte une technique qui va pouvoir leur changer leur façon de procéder et leur façon de travailler, qui va leur faciliter la vie, je leur amène quelque chose. Et donc, je suis pas du tout le temps. Alors, il y a une partie de la vente qui est un peu plus pénible. C'est l'aspect en amont, c'est la prospection, c'est Mhm. décrocher son téléphone, c'est aller voir les gens. Parfois, se faire fermer la porte au nez, ça arrive. Hein, Oui. c'est dans la force des choses. Mais oui, ça, c'est peut-être l'aspect le plus pas difficile, mais auquel il faut s'habituer un petit peu. Mais les premiers succès arrivant, on se rend compte que voilà, quand on a la chance de travailler avec un produit qui te plaît en fait Oui. et sur lequel tu vibres, les choses sont simples. Oui, oui, oui. Alors, pouf, pouf, ça arrive dans tous les sens. Alors, ça tombe bien, question sur le recrutement, je voulais t'y amener aussi. Alors, je commence avec la question du chat. Une personne sortie de thèse ou sortie de postdoc, est-ce qu'il y a une préférence en termes de recrutement? Ah, difficile à dire. Ça dépend. Non, ouais, Ouais, ça dépasse. J'ai envie de dire, ça dépend parce que ça dépend des besoins du poste et ça dépend aussi du candidat. Je pense que un candidat en sortie de thèse va. Est-ce que on peut peut-être poser la question différemment? Est-ce que j'aurais pu Bien postuler sûr, au poste sur lequel j'ai postulé en sortie de thèse et pas en sortie de ça postdoc? marche aussi comme question. Je pense que la réponse aurait été oui, mais j'aurais eu moins de chances de l'avoir parce que mon postdoc, mais ça m'est propre à moi, hein, c'est pas une généralité. Mes postdocs m'ont vraiment permis de maturer un peu plus et d'être plus prêt pour ce genre de fonction. Mais j'ai vu et j'ai croisé des étudiants en thèse qui étaient bien plus matures que moi en sortie de thèse et qui pourraient tout à fait postuler. Donc pour moi, donner une règle globale, ce serait une erreur. Je pense que c'est vraiment très très dépendant du candidat. J'en suis désolé hein, parce que j'imagine que tout le monde aimerait avoir des réponses toutes faites, mais Tout est nuancé. Mais je me permets une petite parenthèse. Le métier que j'exerce aujourd'hui, donc le consulting en financement, c'est accessible au bac+5. Et donc, je me suis souvent vue poser cette question. Mais tu n'aurais pas eu envie de faire ça juste après ton premier master, mais pas du tout. Enfin, à l'époque, enfin, j'étais à des années-lumière d'imaginer faire un métier comme ça. C'est le chemin, les rencontres, les réflexions, les succès, les échecs qui font qu'on se construit, on devient une personne. Et à ce moment-là, on est prêt de dire, ah ben oui, tiens, euh, un métier dans la vente ou dans le consulting, je m'y projette. Enfin bref. Alors, je rajoute une question de recrutement. Tu l'as un peu dit sans le dire. Il y a tout ce côté voilà, très technique, commercial dont tu nous as parlé. Mais donc, tu recrutes toi directement, tu chasses des gens. ouais, aujourd'hui, je suis en train, je cherche des gens. Là, j'ai besoin de personnes dans un premier temps en Allemagne, en Suisse et en Autriche.
une personne qui couvre un peu le sud de l'Allemagne. Alors, je Euh, note du coup Allemagne, Suisse, Autriche. ouais. Quel est Donc ce le candidat serait idéal pour faire quoi? là, en l'occurrence, malheureusement, peut-être pas forcément adressé à notre audience. Ce seront plutôt, là, je cherche quelqu'un avec beaucoup d'expérience parce que c'est un poste assez complexe et une zone assez dense à couvrir. Mais par contre, je vais chercher quelqu'un en Angleterre dans un avenir assez proche, parce qu'on va être en direct en Angleterre, je l'espère, bientôt. Et donc, du coup, quelqu'un là avec un profil un peu plus junior, sorti de thèse ou de postdoc, ou même, même, je devrais pas dire ça, ou de master, ça peut tout à fait le faire. Puisque j'ai déjà eu par le passé l'occasion de recruter quelqu'un en France qui sortait d'un master, et, Ok, euh, et, super. et ça s'est très bien passé. Très bien. Autre question du chat, et on n'en a pas parlé effectivement, c'est au niveau fourchette de salaire. On en parlait, c'est un Ouais, peu le nerf de la guerre. On est très content de faire un métier qui nous plaît, mais si on met de la nourriture dans le frigo, c'est bien aussi. Est-ce que tu ouais, peux nous parler un peu des différents métiers? Alors peut-être au démarrage, en termes ouais, d'évolution, quand tu commences à manager une équipe, c'est pas tout à fait la même chose. ouais, c'est pas les mêmes choses. Alors déjà dans la vente, c'est un peu particulier puisqu'on a une partie fixe et une partie variable. C'est tout le temps comme ça que s'organise. Cette partie variable peut être plus ou moins conséquente et le curseur est à négocier. Donc ça fait partie des choses qu'on peut négocier. Mais habituellement, c'est entre 60 et 80% de fixe et 40-20% de variable. C'est à peu près comme ça que le curseur bouge. Sur la partie fixe, ça va dépendre du variable, mais à l'embauche, on peut être entre 30 et 40 000 euros en fixe, brut, plus une partie variable. Ça, c'est tout à fait envisageable. Ça me semble être un minimum. Ça va dépendre du profil du candidat. Un étudiant en master ou un étudiant en thèse, en sortie de thèse, forcément, ce ne sera pas forcément la même chose. Parce que pour un étudiant en master, il y aura beaucoup plus de formation à faire qu'un étudiant en thèse. Ça, c'est clair, parce qu'il y a moins cet aspect technique, mais ça va dépendre aussi du master. Et donc, ça, c'est, voilà. Après, tout ça, ça évolue d'année en année, puisque le principe de la vente, c'est que bah, si on vend, on peut demander à une augmentation de salaire. Enfin, même quand on voit pas, c'est un peu plus compliqué, mais. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça, c'est une augmentation qui peut être plus ou moins linéaire en fonction des performances que tu as. Et puis ensuite, bah, quand tu prends une fonction managériale, là, forcément, il y a un gap. Et alors là, c'est très, très variable d'une entreprise à l'autre. Ça va être compliqué de donner, mais tu peux facilement doubler le montant que j'ai donné avant. Donc, je dirais entre 60 et 80 000 euros en fixe pour aller bien au-delà après avec ton niveau d'expérience. Ok, génial. Attends, j'ai une question qui m'a été posée en privé, rien qu'à moi, j'essaie de l'afficher. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur tes tâches exactes en tant que commercial? Je vois la signature de nouveaux clients, le suivi des clients de ton portefeuille, peut-être des renégociations de contrats. Y a-t-il d'autres choses? Alors, si la question c'est aujourd'hui, c'est pas la même que Alors, non, quand c'est j'ai commencé. Quand j'ai commencé, c'est j'imagine. avant d'être manager. Oui. Ouais, alors quand j'ai commencé, c'était la création de nouvelles opportunités, puisqu'il n'y avait pas de clients, il n'y avait pas de base installée, donc c'était vraiment de la prospection pure. C'était prendre mon téléphone, envoyer des mails. Les 6 premiers mois ont été très très longs Mhm. parce que il a fallu voilà initier tout ça, initier un peu la machine, et puis ensuite le plus rapidement possible aller sur le terrain et obtenir des rendez-vous clientèle. Donc ça, c'est le principe de vente est toujours le même, hein, c'est la prospection, la création d'opportunités. Une fois que l'opportunité est créée, qu'il y a un alignement entre les besoins potentiels et puis la solution qu'on propose, c'est faire maturer cette opportunité jusqu'à ce qu'elle arrive à ce qu'on appelle un bon de commande. Et donc ça, c'est la vie de la vente. Puis quand tu commences dans une entreprise comme ça, bah, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres choses à faire. Il y a aussi la collaboration avec les gens en interne pour les produits de demain, comment amener ta patte, comment amener tes compétences et leur donner ta vision des choses. Donc, j'ai pas mal participé aux premières phases d'élaboration du nouveau logiciel, de l'interface graphique de ce logiciel, parce que j'en avais beaucoup utilisé avant. Euh, partout dans l'entreprise, 25 personnes, on a vite fait le tour. Et moi, j'adorais interagir un peu partout. Donc voilà. Donc ça, c'est la première année était très focus sur la vente. Mais dès que j'en avais l'opportunité, j'allais voir un peu ce qui se passait dans les autres équipes.
Et puis ensuite, petit à petit, une fois que le pipe a grossi et que tu as des clients, et ben là, donc effectivement, tu dois faire un suivi de clientèle, un suivi d'opportunités, parce que tu dois faire en sorte que les opportunités arrivent à maturité. Et puis après ça, il y a le service après-vente qui vient se greffer quand tu as vendu. Tu dois coordonner un peu tout ça, parce que c'est pas toi qui fais le service après-vente, mais enfin, dans un premier temps, si. Mais après, quand t'as suffisamment grossi, bah, il y a une équipe qui arrive et qui prend le relais. Et donc voilà, c'est comme ça que le poste a évolué sur les 2 années, les 2 premières années. Et ensuite, avec la responsabilité de management, là, c'est un peu plus de reporting, toujours une activité sur le terrain, mais surtout beaucoup plus de grands comptes, beaucoup plus de stratégie commerciale autour des biotech. Et parce qu'on a essayé de pivoter et d'aller plus vers les biotech. Et donc là, pas mal de travail avec les différents membres de l'équipe pour les aider, les accompagner, en leur faisant profiter et bénéficier d'expériences que j'avais déjà eues. Mhm. Et on t'informe sur... Il y a des nouveaux produits en production continuellement? Oui, ouais, On, ouais, c'est la on t'en informe particularité. pour rôder le discours peut-être? Ouais, ouais, ça c'est là tu touches un point qui est important. C'est effectivement quand tu es dans une société comme la nôtre qui invente un nouvel écosystème, il y a une profusion de possibilités. Et donc il a fallu aussi qu'on puisse évoluer parce que ça nécessite beaucoup d'argent de développer des produits comme cela. Donc il a fallu qu'on cherche des financements, des investisseurs. Il fallait qu'on soit attractif. Et donc pour ça, on a développé une petite gamme de produits qui nous a rendus attractifs. Et puis l'année dernière, on a pu financé à hauteur de 21 millions une montée en série B. Et donc, du coup, là, maintenant, on met à profit cet argent pour encore de nouveaux produits, avoir une politique d'expansion aux États-Unis. Et puis voilà. Donc, maintenant aussi, ça m'arrive de faire bénéficier à mes collègues américains de mon expérience sur le terrain en Europe et puis de partager avec eux mon ressenti ou même mon expérience. Mm. Super. De nouveau, une question du chat. Alors, info peut-être déjà donnée, mais le nombre d'années d'expérience avant de devenir manager. Il y a À eu 2 ans. J'ai commencé 2 en ans. Ça 2019 et j'ai sera- pris 2 ans. 2 ans, mais là, encore une fois, si la question est-on capable de manager, quand on a fait une thèse ou même surtout un postdoc, il n'est pas rare d'avoir eu à gérer des étudiants en master, des techniciens et à les aider à monter en compétence sur des choses en particulier. Donc le management, ça fait parfois partie des projets de thèse ou de postdoc. Mhm. Est-ce que tu as moins de déplacements en tant que manager? Ben oui, jusqu'à peu, mais là ça va recommencer parce que enfin là en plus c'est très particulier hein, puisqu'on était en plein dans le Covid, donc il a fallu un peu réinventer notre métier pendant les 2 dernières années. On a travaillé beaucoup en distanciel, maintenant on revient sur le terrain, donc on va dire que ça va être un petit peu moins, mais ça va être aussi important. Je pense que ça va être entre 50 et 60% de mon temps va être en voyage, mais ça va être un peu différent. Je vais aller en assistance, je vais aller sur des distances un peu plus courtes. Donc, ce sera plus de va-et-vient entre chez moi et les rendez-vous. Super. Ben, on n'a plus qu'à postuler chez Nanolive. Non, ça a l'air, blague mise à part, ça a l'air canon. Alors, on arrive tout doucement, on n'a plus que quelques minutes. Encore une fois, j'insiste, si vous avez des questions, posez-les. Il y a un point clé sur lequel je ne me suis pas attardée tout à l'heure parce que j'avais l'impression que ça pouvait être un bloc de quelques minutes. Et Assia l'a souligné tout à l'heure, c'est au niveau de la liberté. Voilà, exactement, elle m'a vu venir. Tu pensais avoir certaines libertés et finalement non, ou l'inverse? Est-ce qu'on peut revenir sur la conception que tu avais avant et qu'est-ce que tu as compris avec le temps sur cette question-là? Bah, j'ai compris une chose, c'est que l'environnement académique est tellement fermé, bizarrement, en fait, au reste du monde. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Quand on est en académique, on est dans une sorte de tunnel avec un objectif. Il faut sortir de ce tunnel encore en vie, premier objectif. Et puis peut-être aussi avec un poste, et pourquoi pas même statutaire, et d'arrêter d'enfiler les contrats à durée déterminée. Donc ça, voilà, l'objectif, il est clair, il est partagé par tout le monde. Et c'est justement ça le problème, c'est que le tunnel, on n'est pas le seul dans ce tunnel-là et qu'il y a pas mal de gens qui veulent la même chose. Et donc, du coup, voilà, on est à fond dans un projet et on perd un petit peu le contact avec la réalité. Donc, pour moi, ça, c'est ça. Et en fait, et j'ai m'imaginé à l'époque être
scientifique, chercheur en biologie cellulaire avec la volonté d'amener une très modeste contribution à la compréhension de la biologie. Je me suis dit, c'est ça la liberté, c'est ça, c'est fantastique, c'est noble. Ce qui est le cas, hein, je veux pas, c'est tout à fait noble. Mais en fait, en disant ça, on a tendance à décrédibiliser ou à amoindrir le reste de ce qui se passe autour. Et c'est là où elle est l'erreur, je pense. C'est que, en fait, il n'y a pas d'incohérence à faire la même chose ailleurs. Et quand je vois ce qui se passe dans l'environnement des biotech et des développements qui sont faits, je sais pas, on peut parler BioNTech, qui n'est plus une biotech maintenant, qui est une énorme entreprise, qui est à la base une découverte scientifique sur tout ce qui va être nanoparticules pour pour développer un nouveau vaccin. C'est eux qui ont été à l'origine du développement massif des vaccins. Eh ben, c'est une société privée et pour interagir avec eux, parce que on est en train de travailler avec eux, je me rends compte de la profusion de profils scientifiques à l'intérieur de ces environnements et de leur incroyable comment dire efficacité et aussi productivité. Donc il y avait un autre monde. Et c'est là où je me suis rendu compte que ma vision était totalement tronquée et qu'il fallait ouvrir un peu les yeux et accepter ça. Génial, merci pour ce partage. Alors, je fais une parenthèse parce que la question qui vient d'apparaître, je me sens plus concernée que toi, Thibaut. Je suis navrée. En tant que biologiste, est-ce que je peux faire du consulting en financement dans le domaine des biotech alors que je n'ai pas fait de formation en financement? Je suis PhD. Alors, Amel, la réponse est oui. N'hésite pas à venir me reposer des questions sur LinkedIn. Il y a la toute première interview, c'est Asia et moi-même, où je parle de mon métier. Donc, n'hésite pas à la regarder et on peut en reparler ensemble quand tu veux. Ok, alors, this is the very last moment, les enfants. Si vous avez une dernière question, c'est maintenant ou maintenant, ou en commentaire par la suite, voilà, sur les réseaux. Euh, J'allais te demander un dernier conseil, mais en fait, ce dernier partage que tu viens de nous faire, on peut le déguiser en conseil. Enfin, je sais pas, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé évoquer avec nous? Ou est-ce qu'on a été Euh, formidable? Écoute, c'est un sujet tellement vaste que je ne Ouais. sais pas trop quoi répondre. Peut-être une chose, n'hésitez Ah, pas à aller voir le site de Nanolive parce qu'il y a un paquet d'annonces qui pourraient peut-être vous intéresser. Ils sont francophones, ils sont basés à Lausanne. On a pas mal de collaborateurs qui viennent travailler ou qui sont même en remote, hein. Si vous avez des compétences en programmation, par exemple, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Il y a toujours des besoins. On est en phase de développement important. Donc, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations ou même ouais, de discuter. Je serais ravi de pouvoir ouais. vous aider à à mon modeste niveau. Donc, je vois le site, c'est nanolive.ch. Ouais, Ouverture aux candidatures spontanées, même si on ne sait pas, si on n'a pas forcément ouais, un poste. il y a candidature spontanée, il y a pas, il y a, ouais. On a Ok, maintenant quelqu'un qui est en charge de ces questions-là. On a un HR, donc on a la ressource humaine. Donc, super. je crois qu'il y a Asia qui a posé une question. Ouais, les processus d'entretien, la durée, est-ce qu'il y a des tests? Comment ça Ah, se... alors là, les choses évoluent, mais quand j'ai commencé, ça s'est fait de façon un peu aux routes. Ça a dû prendre les 2 semaines. Aujourd'hui, il faut être très, très réactif sur ce genre de questions parce que n'oubliez pas aussi, c'est peut-être le mot de la fin pour moi, c'est qu'il y a un énorme besoin dans l'environnement des biotech. Il y a un déficit majeur en termes de recrutement. Donc, quelles que soient vos compétences techniques ou scientifiques, elles sont à faire valoir quelque part dans une biotech. Il y a forcément des biotech qui recherchent votre profil. Donc, et ça va vite. Ça peut aller vite. Ouais. Donc, je pense maintenant, en quelques jours, peut-être une semaine ou deux, on peut avoir une candidature acceptée. Mm. Les biotech sont beaucoup plus réactifs que les grosses sociétés. Sur un poste à caractère commercial, on fait des mises en situation pour évaluer le Ouais. candidat? Oui. Parfois, oui, des jeux de rôle. Souvent, ce qui est demandé, c'est de faire une présentation d'un pitch, hein, et de voir un petit peu qu'est-ce que le candidat a perçu et comment il va réussir à vendre ce qu'il a perçu. On ne demande pas forcément d'avoir quelqu'un qui va vendre comme s'il avait 3 ans d'expérience, mais c'est vraiment ça peut-être la chose. C'est ce qu'on va essayer de déterminer, c'est les capacités à aller un peu plus loin que la fonction qu'on a eue avant et se mettre sortir un peu de sa zone de confort et aller parler des choses voilà, qu'on a compris et comment on peut réussir à les expliquer. Ok, génial. Ah oui, Asia, soft skill majeur, indispensable, et ce sera vraiment le dernier point. Soft skill, ah, majeur, indispensable. Moi, j'ai envie de dire,
Je sais pas, c'est difficile à dire. Sincèrement, c'est une question piège parce que moi j'ai envie de dire Pardon. l'écoute. L'écoute. Vraiment, pour moi, ça c'est vraiment une soft skill vraiment importante parce que de l'écoute vient à peu près tout le reste. Si on écoute Mhm. bien, si on est attentif aux informations, on est capable de les comprendre et de les restituer et aussi de les vendre. Donc, je pense que l'écoute, ouais, je dirais ça. Oui, si on n'écoute pas le client, on risque pas de lui proposer quelque chose qui lui convienne. Ouais, mais c'est vrai pour tout, hein. C'est vrai aussi Oui, pour le monde dans l'entreprise. C'est réussir à mettre un petit peu ses préjugés de côté ou ouais, juste écouter, quoi. Écouter. Et d'ailleurs, plus je prends de l'expérience, moins je parle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est plus je prends de l'exception aujourd'hui. l'expérience en vente, moins je C'est parle et nous plus qui j'écoute. écoutons. Il faut écouter, et il faut entendre et essayer de percevoir les informations importantes et faire le tri. Ok, génial. Eh ben, ce sera le mot de la fin dans ce cas. Comme d'habitude, je discuterai bien encore quelques heures, mais ce n'est pas du tout notre format. On a d'autres choses à faire. Tu es passionnant, Thibaut, carrément. Euh, la foule en délire dans le chat. Merci pour toutes ces questions, Thibaut. Merci pour ton temps, pour ton sourire, pour ton partage, pour toutes tes réponses. De rien, Asia. Et c'est déjà fini. Mais on va se retrouver puisque donc c'est enregistré. On va poster sur notre chaîne YouTube. Et si là, vous avez encore des questions, vous pouvez commenter sur YouTube, commenter sur voilà, le report sur LinkedIn. Est-ce que les gens peuvent te contacter directement, Thibaut, Oui, avec plaisir. N'hésitez pas. en MP sur LinkedIn avec ton adresse mail Ouais, pro? ouais, n'hésitez pas. C'est notre Mettez chouette. en demande de connexion. N'oubliez pas que quand vous faites une demande de connexion, vous pouvez mettre un message. Donc mettez quelque chose lié à Resilience et je comprendrai tout de suite de quoi il s'agit. Super. Nous avons Ulfa, Amel et certainement tous les autres qui te remercient vivement et moi aussi. Bah, À merci à vous bientôt. et puis à très bientôt. Retenez bien plein d'opportunités dans les bibliothèques. Voilà. Ouais. Bon après-midi Thibaut, merci encore. Au revoir à toute Au la gang. revoir. Bye bye. Bye.